Donc, bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire qu'on a intitulé Agir contre la précarité des jeunes. On accueille aujourd'hui l'association Copain qui va se présenter pendant je pense, une petite demi-heure, 40 minutes. Donc, il y aura du temps pour poser vos questions par la suite. Juste pour vous resituer un petit peu le pourquoi de ce webinaire, vous êtes plusieurs associations qui travaillaient dans le cadre de l'aide alimentaire qui, suite à la crise sanitaire en 2020, nous ont dit voir arriver de plus en plus d'étudiants en situation de précarité qui étaient des publics que vous ne rencontriez pas forcément avant. Et on a aussi des associations qui travaillent qui travaillent dans le cadre de l'accompagnement des jeunes. Et on sait que les jeunes étudiants ou non étudiants, et on sait que les moyens et l'accès à une alimentation équilibrée et de qualité n'est pas toujours évident. Donc aujourd'hui, ce webinaire, il était vraiment destiné à la fois aux associations qui travaillent sur la lutte contre la précarité alimentaire pour découvrir copains ce qu'ils font au niveau des étudiants, mais aussi pour voir des partenariats possibles localement. Et puis aussi toutes les associations qui peuvent travailler auprès de publics jeunes. Donc je vais arrêter le partage. Voilà, ça c'était pour vous redonner une petite idée du pourquoi, du comment de ce webinaire. Et donc nous, on a rencontré la Fédération de l'entraide protestante, on a rencontré l'association Copain dans le cadre de réunions qui ont lieu au niveau national avec toutes les têtes de réseau et la Direction générale à la cohésion sociale autour de cette question de la précarité alimentaire. Et puis l'association Copain aussi et la FEP, on participe à des journées partenaires avec les banques alimentaires. Donc voilà. Donc avec Copain, on s'est croisés plusieurs fois et ils ont gentiment accepté aujourd'hui de venir un petit peu présenter ce qu'ils font. Nous, au niveau de la FEP, on voit aussi beaucoup d'opportunités pour vous localement de tisser des partenariats avec eux. Euh, Hugo reviendra un petit peu sur tout ce qui peut être possible. Voilà, donc je vous propose de ne pas hésiter à mettre vos questions dans le chat. Après la présentation de Copain, on reviendra sur vos questions et on pourra échanger avec Hugo. Donc Hugo, je te laisse la parole et puis je te laisse te présenter et partager ton support. Mais bienvenue et merci d'être avec nous. Eh bien, merci de me recevoir. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Hugo Rossigneux. Je suis en charge du développement et des partenariats chez Copain. Donc, je suis salarié de cette association depuis maintenant presque 3 ans. Et cette association qui fête ses 5 ans qui fête ses 5 ans là dans un jour et donc, du coup, je suis là depuis pas mal de temps maintenant. Donc, du coup, le but, effectivement, c'est de pouvoir un peu revenir sur les différents chiffres et les différentes informations qu'on a pu collecter au cours de ces 5 années au niveau de la précarité étudiante, de la situation des étudiants en France et particulièrement des étudiants en situation de précarité. Et ensuite, de pouvoir aussi vous présenter nos actions pour y répondre. Encore une fois, ce qu'on peut mener peut-être conjointement au niveau local ou même si ça se fait sur plusieurs endroits au niveau national. Donc, je me lance dans le partage de mon écran. Hop. Est-ce que tout le monde voit bien? Parfait pour moi, pour les autres aussi. Donc, déjà, pour commencer, donc on sort bientôt notre étude. Donc ça, vous êtes en avant-première car on sort nos chiffres demain dans le cadre de nos 5 ans. Le but, c'est de faire un embargo jusqu'à lundi avant de sortir les chiffres de notre baromètre IFOP 2025. Donc là, c'est les chiffres 2024 que vous avez, mais les slides d'après contiennent des chiffres de 2025. Et donc, on mène depuis 3 ans un baromètre IFOP, enfin, qu'on mène conjointement avec l'IFOP. Alors, je vois qu'il y a des questions sur le chat. Ah oui, bonjour. Eh ben, Non, non, il n'y a bonjour. pas de question. T'inquiète pas, je te les relayerai, Hugo. Je te Ok, ça propose marche. d'être sur le chat hein, et je te relais des questions. Ça marche, merci. Et donc, du coup, ouais, on mène une étude au niveau national sur deux échantillons représentatifs de la population étudiante d'une part et de la population qui se rend chez Copain d'autre part. Et donc, le but, c'est de pouvoir comparer à la fois comment vont les étudiants en France et comment vont les étudiants qui se rendent chez Copain en situation de précarité. Donc, là-dessus, on a pu mener, donc là, c'est la troisième fois qu'on a pu mener cette étude avec l'IFOP.
Et ce qu'on a pu voir, c'est que 20% des étudiants ont déjà eu recours à l'aide alimentaire en France. Donc ça, c'est les chiffres de 2024 et non de 2025, comme le stipule le titre. Et donc, ce qui montre qu'il y a déjà un cinquième des étudiants qui ont déjà pu avoir recours à l'aide alimentaire. Et c'est au niveau de la population étudiante globale, donc c'est là où c'est un peu plus problématique, c'est qu'un étudiant sur deux affirme déjà avoir sauté un repas par manque d'argent. Donc, ce qui montre que la précarité alimentaire, c'est forcément un point d'entrée en fait de la précarité étudiante. Mais bien sûr, il y a d'autres pans de la précarité auxquels il faut répondre, à commencer par la lutte contre l'isolement social, avec ce chiffre qui est donc lui qui sort directement des étudiants, non pas en situation de précarité, mais des étudiants au niveau national, avec le sentiment d'isolement, donc à savoir les étudiants se sentent toujours ou souvent seuls, à hauteur de 40% de la population étudiante. Et il en est de à peu près 46-47% pour la population en situation de précarité qui se rend chez Copain. Alors, je sais pas. Hop. Là, ça, donc on a posé de nouvelles questions pour 2025, notamment concernant la réussite et le parcours d'études en comparaison, encore une fois, entre les étudiants et les étudiants en situation de précarité. Et là encore, on observe des différences où déjà on voit que ça ne va pas forcément très bien au niveau donc de la population étudiante nationale, mais quand on s'attelle à regarder et à zoomer un peu plus sur les étudiants en situation de précarité, on voit qu'il y a des différences qui sont, encore une fois, assez importantes d'un public à l'autre avec 40% donc, des étudiants précaires qui ont dû renoncer à l'orientation de leur choix, et donc par manque d'argent, et donc du coup, contre 27% uniquement, enfin uniquement, qui est déjà assez important, mais au niveau des étudiants de la population nationale. Par rapport au choix de l'établissement, c'est un peu la même chose avec 15 points donc, d'écart entre les étudiants précaires et les étudiants représentatifs de la population nationale. Et pour le redoublement, on voit encore une fois que la précarité, elle impacte en fait la réussite dans les études avec 7 points d'écart, encore une fois, entre les étudiants précaires et les étudiants enfin, les autres étudiants, encore une fois, au niveau national. Pour rappel, en fait, cette étude, on l'amène donc avec l'IFOP et l'IFOP donc s'attelle à constituer un panel représentatif de la population étudiante en fonction de ces barèmes et donc pour faire un panel en fait représentatif. Là où les chiffres au niveau donc des étudiants en situation de précarité, c'est Copain qui va ensuite aller demander aux différents étudiants qui se rendent en distribution ou dans ces ateliers ou dans ces sorties d'accompagnement de répondre au même questionnaire et ce qui nous permet en fait cette analyse. Et enfin, donc, si on regarde vraiment au niveau donc, des étudiants en situation de précarité uniquement, on peut collecter aussi des informations sur les personnes qui sont accueillies par Copain. Donc là, c'est plus avec l'IFOP qu'on mène ce travail-là, mais avec tout simplement les informations qui sont demandées lors des inscriptions à nos dispositifs de la part des étudiants. Donc, pour information, toutes nos actions sont sur inscription en ligne et ce sont aux étudiants ensuite de remplir un formulaire qui, à la fois, permet de pouvoir les contacter, que eux nous contactent, mais aussi qu'on puisse avoir des informations sur leur profil, sur leur situation, de sorte à pouvoir les accompagner du mieux possible et aussi à pouvoir renseigner un peu mieux ce qu'on fait pour pouvoir éventuellement faire évoluer notre modèle d'aide. Et donc, on pose uniquement 6 questions à l'heure actuelle. Donc là, vous voyez la réponse à 3. Et ce qu'on observe, c'est que les étudiants qui se rendent chez Copain sont à majorité non boursiers. Donc, 3 quarts de la file active de Copain est non boursière. Donc, ce qui montre heureusement que les bourses fonctionnent, mais qu'il y a un effet de palier avec des étudiants qui sont soit non éligibles aux bourses, notamment les étudiants internationaux qui représentent à peu près 2 tiers de la file active de Copain, mais qu'il y a aussi un effet de palier, donc un effet de seuil avec des étudiants qui sont juste au-dessus des critères d'éligibilité aux bourses et donc qui sont obligés de solliciter une association qui peut les accueillir pour alléger leur budget, et donc notamment Copain. Si on prend les 2 premiers échelons, donc qui représentent des sommes qui sont assez modestes en termes de soutien, donc notamment l'échelon 0 bis et l'échelon 1 de la bourse, on monte jusqu'à 90% de la file active bénéficiaire de l'aide copain qui est englobée en fait et représentée autour du critère non boursier 0 bis et 1. Donc, ce qui montre que la bourse doit évoluer ou alors donc les politiques aussi doivent prendre en compte d'autres facteurs
propres et spécifiques à la précarité étudiante, que ce soit le fait d'être rattaché à un foyer fiscal, au foyer fiscal de ses parents sans pour autant pouvoir avoir une aide, ou bien aussi la question des étudiants internationaux qui, donc, du coup, est aussi majoritairement présente dans ces 75%-là. Sur le niveau de précarité aussi, à titre déclaratif, hein, je rappelle que ces chiffres, ils sont à titre déclaratif, c'est pas comme au Resto du Cœur où on demande de calculer un bénévole, enfin qu'un bénévole avec une personne accueillie calcule ensemble le reste à vivre de la personne. Là, c'est uniquement un titre déclaratif. Et donc, on voit que 79% de la file active a un reste à vivre de moins de 100 euros par mois. Donc, une fois que toutes les charges fixes sont payées, il leur reste uniquement 100 euros. Et en fait, pour 50% de la file active, c'est moins de 50 euros de reste à vivre qui est déclaré par mois. Là encore, si on prend l'échelon juste supérieur donc c'est-à-dire 125 euros de reste à vivre par mois, on monte encore une fois à 85-90% de la file active. Et enfin, la particularité de Copain aussi, c'est de ne pas être présent sur les lieux d'études et les établissements d'enseignement supérieur directement. On est en centre-ville, on pourra y revenir. Et donc, ça nous permet de toucher un plus large public étudiant. On est aussi ouvert aux jeunes de moins de 26 ans qui ne sont pas forcément étudiants, et ce qui nous permet aussi de toucher donc, des personnes qui sont dans des parcours un peu plus compliqués, parce que quand on n'est pas étudiant, on n'a pas accès aux mêmes aides, et quand on n'a pas accès aux mêmes aides et qu'on n'est pas étudiant et qu'on a moins de 26 ans, on peut connaître un parcours qui est encore plus compliqué, plus complexe, et surtout on échappe au radar des Crous, des universités, de l'enseignement supérieur et des solidarités. Et donc, le fait d'être présent, non pas directement sur des écoles ou sur des sites universitaires, ça nous permet de toucher un public qui est non universitaire, justement, et donc qui représente quand même un quart de la file active, et qui montre que même si enfin, qu'il y a des étudiants aussi qui sont en école privée, dans des écoles qui peuvent avoir des frais de scolarité qui sont encore plus élevés que d'autres écoles, et donc qui peuvent précariser directement ces étudiants, et donc d'où leur présence qui est quand même assez conséquente par rapport à leur nombre, hein, tout simplement en France, donc dans les distributions alimentaires de copains. Donc maintenant, il faut expliquer un peu comment est-ce qu'on a pu répondre à ces différentes problématiques qu'on a pu remonter. Et donc déjà, il faut revenir sur la création de Copain, qui date de août 2020, en pleine crise Covid, où donc des étudiants ont pu se rassembler, se regrouper pour commencer à mener des actions de distribution alimentaire à Paris dans un premier temps. La petite anecdote, c'est que ça a été créé à Paris Panthéon-Sorbonne, et chaque université à Paris ont un chiffre, et le chiffre de Paris Panthéon-Sorbonne, c'est le 1, et donc on appelle ça P1, et donc c'est d'où le copain avec un 1, voilà pour la petite anecdote. Et donc du coup, c'est des étudiants qui se sont rassemblés pour faire de l'aide alimentaire entre étudiants pour des étudiants, et petit à petit qui ont commencé à développer un panel d'aide qui vise à répondre aux différentes problématiques que peuvent rencontrer les étudiants au fil donc, de leur vie étudiante. Donc l'approche en fait et la raison d'être même de Copain, c'est certes de prodiguer une aide plurielle, mais surtout en fait de favoriser le recours des étudiants à une aide, de sorte en fait à surtout avoir une capacité de captation du public étudiant qui, d'une part, se sent pas légitime à recourir à une aide. C'est toujours un peu difficile quand on est étudiant de se dire qu'on va aller faire la queue entre deux autres profils de personnes qui ont recours à une aide alimentaire. Et donc, du coup, ça peut procurer un sentiment d'illégitimité, pardon, à recourir à cette aide, et donc freiner en fait le recours. Et d'autre part, en fait, c'est aussi la communication qui leur est adressée n'est pas toujours adaptée pour pouvoir les convier et les capter enfin, encore une fois, vers des dispositifs existants, que ce soit des dispositifs faits par les établissements eux-mêmes ou des dispositifs des acteurs de la solidarité. Pour y répondre, on a commencé à réfléchir à une approche qui puisse être spécifique à ce public-là, à savoir une aide par les pairs. Donc, c'est des étudiants qui viennent en aide à d'autres étudiants pour un peu briser la glace. L'aide, elle est entièrement gratuite. Donc, il n'y a pas une seule participation tarifaire qui est sollicitée de sorte à lever toutes les barrières en fait qui peuvent recourir encore, enfin empêcher de recourir à une aide. Et ce qu'on observe d'ailleurs, c'est qu'il y a certains dispositifs qui sont payants pour les étudiants, faits par des étudiants,
mais qui en fait ne font pas venir, ne captent pas de public étudiant. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, mais c'est juste que c'est quelque chose qu'on a pu observer, en tout cas au cours de notre expérience. Encore, donc comme j'avais pu le dire, on est en dehors des lieux d'études, donc on n'est pas directement sur les campus ou dans des écoles, de sorte à rester visible et accessible par toutes et tous les étudiants, et aussi parce qu'il y a déjà des dispositifs existants, à savoir les épiceries solidaires ou des distributions organisées par des associations étudiantes spécifiquement rattachées à ces établissements-là, qui organisent déjà des solidarités en lien avec les Crous, les services de leur école. Et donc, il y a pas forcément, enfin, on a pour but de venir en complémentarité de ces aides-là pour aussi pouvoir s'atteler à répondre à des demandes d'aide d'étudiants qui ne sont pas dans des écoles qui ont ces dispositifs en leur sein. Comme je vous l'ai dit aussi, notre aide, elle a pour but d'être plurielle. Donc, l'aide alimentaire, en fait, c'est un moyen enfin, la distribution alimentaire, c'est un moyen de capter le public étudiant, de le faire venir et ensuite de pouvoir, une fois qu'il vient, de l'accueillir et de l'informer, de le réorienter et aussi de lui proposer des ateliers, des sorties d'accompagnement qui visent à favoriser donc l'accès au droit, à la culture, au sport, à l'emploi, à la convivialité, au mieux manger, etc., etc. Et ça, c'est fait sur la base en fait des initiatives qui sont directement proposées par les étudiants, par les équipes donc bénévoles étudiantes en local. Donc, on peut avoir une antenne qui va un peu booster un pan de son activité, quand une autre va essayer d'être un peu sur tous les volets. Et en fait, ça dépend un peu de ce que pensent les étudiants pour elles et eux-mêmes sur une ville, en fonction aussi des opportunités qui se dressent, des équipes bénévoles à disposition et des appétences aussi voilà, des uns et des unes sur place. Et enfin, donc, notre aide, elle est adaptée à l'emploi du temps des étudiants, étant donné que c'est des étudiants eux-mêmes qui prodiguent cette même aide. On ne peut pas faire, enfin, l'aide, elle est forcément calquée sur l'emploi du temps étudiant. Et ce dont on a pu s'apercevoir, c'est que de temps en temps, les autres aides existantes ne sont pas forcément adaptées justement aux horaires et aux disponibilités des étudiants. Et nous-mêmes, c'est un gros travail qu'on fait pour pouvoir proposer différents créneaux sur une même semaine, ou de varier un peu le créneau, de varier un peu les lieux de distribution ou d'aide, parce qu'on s'aperçoit que si on fait toujours au même moment, en fait, on touche toujours un peu les mêmes étudiants, parce que les autres ne sont pas forcément disponibles à cause donc de leur emploi du temps, de leur job, de leur disponibilité, etc., de leurs cours d'un semestre à l'autre. Donc ça, c'est un peu une cartographie de nos aides, à savoir d'une part l'aide alimentaire et d'autre part l'accompagnement. L'aide alimentaire, elle est regroupée en différentes catégories avec les distributions alimentaires aussi de produits d'hygiène, mais aussi de vêtements, qui représentent un peu le gros de notre action et un peu notre cœur d'aide, mais qui de plus en plus est complété. Et c'est donc c'est un pan qu'on vise à renforcer et qui croît de jour en jour, à savoir celui de l'accompagnement, avec donc l'accès à l'emploi, au droit, aux soins, à la lutte contre l'isolement, à la culture, au sport, qui, une fois que l'aide alimentaire est bien mise en place, peut vraiment émerger se voir renforcée. Et la nouveauté aussi de notre action, elle se concentre au milieu donc, de ce petit graphique avec les festins, qui sont des ateliers de cuisine par et pour les étudiants qui sont en train de monter en flèche chez Copain, et étant donné que leur fonction groupe un peu ces deux pans de notre dispositif, avec d'une part l'aide alimentaire, parce que en fait, le but, c'est de prendre des produits qui sont distribués, enfin qui sont proposés en distribution, mais qui n'ont pas été distribués, de regrouper des étudiants aidants et aidés en cuisine avec ces produits, d'imaginer une recette assortie d'une enveloppe complémentaire, de se retrouver donc en cuisine, de les cuisiner et pouvoir ensuite partager le repas, donc le festin, qui est un menu complet, entrée, plat, dessert, et qui va pouvoir ensuite aussi proposer des Tupperware à emporter après l'organisation de cet atelier. Et donc ça, c'est un dispositif, un atelier en tout cas qu'on vise vraiment à généraliser, à intensifier et presque à faire en fait un peu notre marque de fabrique, si je puis dire, parce que c'est un atelier qui permet de combiner différentes aides, d'aller sur différents pans de la précarité étudiante, à commencer aussi par la lutte contre l'isolement social qui prend de plus en plus de place dans nos dispositifs, notamment parce que la lutte contre l'isolement social, ça permet de briser un peu le cercle de la précarité des étudiants
en favorisant le lien social et donc aussi en pouvant ensuite s'apporter des conseils en matière d'accès aux droits, en matière d'accès aux soins, mais aussi d'aller au musée gratuitement, parce que quand on est étudiant, on peut aller au musée, mais si on y va tout seul, c'est un peu plus compliqué de se lancer seul dans cette aventure. Et donc le fait qu'on nous prenne la main pour aller au musée gratuitement, enfin au musée gratuit, bah, c'est ce qui permet en fait petit à petit de sortir un peu de cette spirale infernale. Et les festins peuvent être un peu, selon nous en tout cas, le point de départ de la levée de la précarité pour les étudiants. Et enfin, Moi, donc, on j'aurais a une aussi... petite précision à demander. Quelqu'un demande dans quelle structure réalisez-vous les festins? Alors, Alors, ça veut dire dans quel local, j'imagine, est-ce que est-ce que vous avez des locaux ou si c'est chez des partenaires? J'imagine que c'est ça la question, Mathias. ben, c'est une très bonne question, j'avais oublié. Toutes nos actions, en fait, on n'a pas de lieu en propre. Le but de Copain, c'est de se greffer sur de l'existant. Donc, on se met pour les distributions alimentaires, on peut se mettre dans des cafés solidaires, dans des tiers-lieux, dans des CCAS, dans des maisons étudiantes, dans des maisons des associations ou dans des bureaux information jeunesse, par exemple, pour faire venir les étudiants dans ces lieux et ensuite de pouvoir les réorienter et de raccrocher un peu le wagon étudiant au tissu des solidarités locales. Les festins, c'est la même chose. On va se mettre dans des restaurants solidaires, dans des cuisines professionnelles, dans des cantines aussi d'entreprises, etc. En fait, on fait un peu à chaque fois au bon vouloir des acteurs qui sont à disposition, qui sont présents en tout cas sur les territoires sur lesquels on intervient. Et en fonction, on avise et on s'adapte. Et donc, du coup, on n'a pas le lieu en propre et on est assez arrangeant, adaptable voilà, sur chacune des villes. Donc parfois, ça nous fait intervenir dans des lieux assez rigolos. Et sinon, en tout cas, on arrive toujours et on essaye toujours de trouver des lieux qui puissent accueillir justement aussi bien nos actions d'aide alimentaire que nos actions d'accompagnement. Et J'ai une autre donc, question, Hugo, que tu me dis si elle est abordée plus tard. Combien de personnes sont accueillies dans vos dispositifs? Mais peut-être que c'est plus tard que tu évoques ça. ça arrive juste après. Bon, bah alors Ouais. ça arrive après, merci. Oui. Et donc, je finis juste rapidement donc, sur le seul dispositif justement qui est un lieu propre à Copain, à savoir la copine, donc qui est en dessous là, de la diapo. Donc, c'est notre cantine solidaire et c'est un restaurant solidaire qui est fait, enfin, qui est tenu par des chefs, là, cette fois-ci professionnels, appuyé par des équipes bénévoles étudiantes, donc qui est au sud de Paris, dans le 14e arrondissement. Et c'est une expérimentation qu'on est en train de mener là depuis un an maintenant pour essayer de tenter d'aborder la question de la précarité alimentaire, en tout cas étudiante, d'une autre façon, par donc une sorte de restauration étudiante un peu sur le modèle du Crous, donc on est au même tarif que ceux du Crous, avec un tarif à 1 euro, à 3 euros, à 5 euros, enfin, après qui évolue en fonction de la situation des étudiants, mais qui accueille aussi un autre public, un public du quartier, les habitants du quartier, peu importe leur âge, leur statut, étudiant ou non. Et donc, c'est aussi une expérimentation qu'on est en train de mener pour voir à quel point elle peut répondre aussi spécifiquement à la précarité étudiante ou aussi à d'autres précarités qui peuvent être dans d'autres publics, qui peuvent être sous d'autres formes, sous d'autres situations. Et donc ça, c'est encore à titre d'expérimentation, mais peut-être à l'avenir, ça sera aussi un dispositif qui prendra de l'ampleur, mais ce sera peut-être pas pour tout de suite. Et donc, en termes de chiffres, justement, donc, il y a marqué en 2025, mais c'est sur l'année 2024-2025 particulièrement, on est actuellement présent dans 27 villes de France, sur les 12 régions administratives du territoire hexagonal, mais aussi on est présent à Fort-de-France et à Pointe-à-Pitre. On a pu distribuer plus de 100 000 paniers alimentaires sur l'année universitaire dernière, et ce grâce aux efforts donc, de 5 000 bénévoles étudiants inscrits. Ce n'est pas 5 000 bénévoles étudiants actifs, sinon ça serait beaucoup trop facile. Mais donc, ça fait qu'en termes de vivier bénévole actif, parce qu'en fait, le public étudiant s'engage très fortement, mais de façon plus ponctuelle. Donc, nous, encore une fois, notre modèle, il est pensé par des étudiants pour des étudiants. Donc, on accueille bien sûr beaucoup d'étudiants qui s'engagent, notamment des étudiants aidés qui deviennent aidants, mais qui ne reviennent pas forcément de façon ultra régulière. Et donc, ce qui fait qu'on a des gros chiffres en matière de bénévolat. Après, sur du bénévolat actif, c'est bien sûr moindre.
En matière donc d'ateliers d'accompagnement, on en a réalisé un peu plus de 1000, avec donc une part croissante de festins, mais qui reste encore un peu à la marge, mais qu'on vise à renforcer justement à partir de cette année. Et sinon, c'est beaucoup d'ateliers d'accès au droit. Pour vous rendre compte un peu, la distribution alimentaire, du coup, on accueille, enfin, l'étudiant s'inscrit, répond au formulaire, s'inscrit sur un créneau de 15 minutes sur une séance de 2 à 2h30, qui constitue donc la séance de la distribution alimentaire. L'étudiant ensuite vient sur la distribution alimentaire, est accueilli par un bénévole étudiant. On lui demande sa carte étudiante ou sa carte d'identité qui atteste d'un âge de moins de 26 ans. Et ensuite, lui est proposé un parcours de tables sur lesquelles on dispose différentes. Enfin, chaque table représente une catégorie euh, de produits sur laquelle il y a différents types de produits. Et en fonction des arrivages, de l'approvisionnement de l'antenne, l'étudiant peut choisir parmi une ou deux ou trois ou quatre familles de produits, enfin, quatre produits, enfin 1 à 4 produits par catégorie ou par famille de produits. Donc, on a des fruits et légumes frais, on a des produits laitiers, on a donc des conserves, on a des produits sucrés, on a des produits salés secs, on a des produits d'hygiène. Et la dernière table, en fait, c'est la table donc d'accès au droit, la permanence d'accès au droit, sur laquelle est présentée en fait différentes fiches qui peuvent répondre aux besoins des étudiants en matière donc d'accès au droit, aux soins, à la culture, à l'emploi. Et en fait, la personne bénévole est formée à cette table-là, pour ce rôle-là, de sorte à pouvoir répondre aux différentes questions des étudiants, à les réorienter, mais aussi parfois, on invite directement les partenaires des solidarités de copains sur place à tenir cette table-là pour directement renseigner de leurs actions spécifiques qui peuvent directement en fait venir répondre à un besoin spécifique ou du moins à visibiliser une action qui est déjà menée sur le territoire. Encore une fois, le but de Copain, c'est pas de faire du travail social. Tous nos bénévoles sont étudiants, donc ils sont peu expérimentés, peu formés, en cours de formation en tout cas. Et le but, c'est pas de remplacer de l'existant, c'est vraiment de visibiliser. Et nous, en fait, on concentre la capacité de captation des étudiants. Et le but ensuite, c'est de faire venir ces étudiants vers des professionnels déjà existants, vers des aides déjà existantes, déjà dédiées en fait et portées sur ce public-là, mais pas forcément visibilisées. Et donc, pour finir, on a pu venir en aide à peu près 45 000 étudiants bénéficiaires uniques, étant donné qu'ils peuvent revenir plusieurs fois à des mêmes ateliers ou distribution alimentaire. Et ce chiffre-là, forcément, il est croissant parce que, donc, pour vous donner un peu un aperçu, en fait, l'antenne parisienne est la première antenne de Copain. Elle s'est d'abord constituée progressivement au cours de la première année. La deuxième année a été une année de renforcement donc, du rythme de distribution alimentaire, étant donné les besoins observés par les bénévoles donc étudiants de Copain la deuxième année. Et petit à petit, ensuite, est arrivé l'accompagnement. Et ensuite, donc à partir de la troisième année, enfin en fin de deuxième année, début de troisième année, il y a eu en fait un début d'essaimage de l'antenne parisienne sur plein d'autres villes. Donc en fait, la plupart de nos antennes ont moins de 3 ans en tout cas. Et à mesure qu'on voit en fait que les antennes prennent de l'ancienneté, malgré le roulement en fait le roulement bénévole, parce que les étudiants restent 1 an, maximum 2 ans peut-être, étant donné qu'on les fait partir aussi quand ils ont plus de 26 ans. On aime bien se mettre des bâtons dans les roues à ce niveau-là. On arrive quand même à capitaliser, à renforcer et à structurer les antennes. Et donc, chaque antenne fait de plus en plus et on continue de créer les antennes. À savoir, là, on a déjà 7 antennes qui sont en cours de création cette année à Tours, à Bordeaux, à Saint-Denis-de-la-Réunion, à Saint-Étienne, à Dijon. Et donc, le but, c'est justement de pouvoir répondre en fait de plus en plus à un plus grand nombre d'étudiants et sur place, une fois qu'on est bien implanté, de aussi intensifier le rythme des actions d'aide, que ce soit des distributions alimentaires, mais c'est de plus en plus compliqué étant donné les capacités d'approvisionnement des circuits d'aide alimentaire, mais du coup la partie d'accompagnement et notamment des festins qui, elle aussi, est croissante.
Écoute, tu tombes Ouais, bien, c'est il y une a une petite question. question, il y a une petite question sur où est-ce que vous vous approvisionnez. Tu viens de l'évoquer, donc Eh ben, alors, bah, comme vous pouvez le voir sur la carte, chaque antenne, donc, enfin, on a un réseau d'antennes qui est majoritairement, donc, qui est peu présent malheureusement encore en Nouvelle-Aquitaine, mais qui grossit. Et chaque antenne a une logistique qui est décentralisée. Donc, c'est-à-dire que chaque antenne est reliée à une banque alimentaire et s'approvisionne elle-même. Donc, c'est la banque alimentaire qui constitue la base des paniers alimentaires. Ensuite, on la complète avec des fruits et légumes frais qui viennent de circuits locaux, si possible bio, mais ce n'est pas toujours évident, notamment du fait du prix. Euh, et là, qui sont réalisés notamment par de l'achat. On a recours aussi aux dons, bien sûr, et aux ramasses, aux collectes auprès des grandes et moyennes surfaces. On participe bien sûr à la collecte nationale des banques alimentaires qui a lieu dans un mois, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, on va pouvoir compléter soit avec des dons, soit avec de l'achat complémentaire une fois de plus. Et justement, chaque antenne a ses circuits d'approvisionnement qui vont pouvoir différer d'une antenne à l'autre. Donc, par exemple, pour la partie fruits et légumes, si on est en lien avec un jardin de cocagne qui est proche de l'antenne et qui a des tarifs qui peuvent être intéressants aussi et soutenables pour l'antenne vis-à-vis de son budget, on va pouvoir aller s'approvisionner essentiellement en légumes auprès de ce jardin de cocagne, là où sur une autre antenne, il faudra avoir recours peut-être plus à un grossiste ou à une coopérative pour ce faire. Donc, du coup, c'est assez arrangeant, assez adapté ou adaptable en tout cas. Et sinon, on s'approvisionne aussi auprès de dons solidaires pour la partie de produits d'hygiène et règles élémentaires pour la partie aussi de protection menstruelle. Et pour les vêtements, là aussi, c'est propre à chaque antenne. Ça varie vraiment d'une antenne à l'autre en fonction de ce qui est existant sur la ville de Copain. Voilà. Donc, je ne sais pas si cette carte est vraiment à jour, mais en tout cas, on a un site qui met à jour nos antennes qui sont créées, qui n'affichent pas forcément les antennes en cours de création. En tout cas, le but de Copain, c'est d'intervenir sur toutes les villes de plus de 10 000 étudiants à horizon 2027. Et donc, on en dénombre une quarantaine à peu près. On est à 27 antennes, on va en ouvrir encore 7. Donc du coup, dans un an, normalement, on aura atteint notre objectif, en tout cas on l'espère, de pouvoir répondre dans un premier temps, en tout cas, à la précarité étudiante sur les plus grandes villes étudiantes. Mais bien sûr, on a bien conscience que le problème, il est aussi sur les plus petits foyers de population étudiante qui sont inférieurs à 10 000 étudiants, où les acteurs des solidarités sont moins présents, où les acteurs institutionnels aussi ont des dispositifs un peu plus précaires, voire moins existants, si ce n'est inexistants. Et donc, ça sera à partir de 2027 qu'on se fixera cet objectif aussi de pouvoir ensuite faire rayonner les antennes qui seront toutes donc sur des gros foyers de population étudiante, sur les campus décentralisés, sur les villes de plus petite taille. Et c'est une expérimentation qu'on est actuellement en train de mener à Saint-Nazaire, qui a 3000 étudiants. Et on essaie de réfléchir justement à un modèle qui pourrait être adapté à la fois au contexte qu'on connaît de récession, mais aussi pour pouvoir apporter quand même une présence, une action pour rattacher encore une fois ces étudiants un peu plus isolés, excentrés, à des dispositifs d'aide pour leur venir du mieux possible en aide. une petite question, Hugo, à La Rochelle, c'est prévu? À La Rochelle, oui. Ouais, ouais. On a été, on a eu pas mal on a été pas mal contacté par les antennes, enfin par les étudiants de La Rochelle. Pour l'instant, en fait, on ne peut pas ouvrir une antenne sans fonds. C'est souvent les acteurs privés qui sont plutôt intéressés par cette action-là de création d'antennes. Parce que forcément, en termes de communication, c'est un peu plus facile. Et donc, du coup, en fait, on fait aussi un peu à l'opportunité, c'est-à-dire en fonction de où est-ce qu'on. Étant donné qu'on a pour but d'être présent et d'assurer une aide sur toutes les villes de plus de 10 000 étudiants, ensuite, on s'accorde un peu avec nos partenaires pour pouvoir s'accorder sur le choix de la ville. Et La Rochelle fait partie de la liste des villes sur lesquelles il faut qu'on s'implante. Et en Nouvelle-Aquitaine, bon, là, c'est le pays, non, c'est Nouvelle-Aquitaine, pardon. Nouvelle-Aquitaine, c'est un peu là où on a une faiblesse en matière donc d'intervention.
Et donc, du coup, le but, c'est un peu d'orienter de plus en plus les partenaires à nous aider à nous développer justement sur cette région-là. Donc voilà, pour vous expliquer peut-être un peu notre organisation, comment est-ce qu'on fonctionne avec ce réseau, parce que ce réseau, il a quand même pas mal gonflé au cours des 3 années. On a une équipe qui s'est renforcée, on a une structure qui s'est structurée. Moi, quand je suis arrivé, j'étais le seul salarié et maintenant, on est une équipe d'une vingtaine de salariés au niveau national, mais aussi au niveau régional. Donc, on a une tête de réseau qui est basée à Paris, qui est composé d'un bureau étudiant qui reste encore la tête et le pilote de l'association, avec donc des étudiants qui sont aux manettes. Donc, on a une présidente, on a une secrétaire générale, on a des chargés de mission un peu nationaux au niveau, donc, au niveau du bureau, qui sont toutes et tous étudiants et qui sont appuyés, conseillés et un peu guidé par l'équipe salariée dont je fais partie au niveau national qui a pour but donc de faire et de réaliser toutes les fonctions support qui sont propres à l'activité de Copain. Donc en matière de recherche de financement, de suivi des partenaires, de communication, de plaidoyer, de suivi administratif, de trésorerie etc. Et aussi donc des postes de coordination régionale qui, eux, font le lien entre les antennes, encore une fois réparties entre aide alimentaire et accompagnement, et la tête de réseau qui, encore une fois, fait le lien avec les fonctions support et les orientations stratégiques qui émanent du bureau. Ces coordinations régionales, jusqu'alors, elles étaient surtout basées à Paris, donc c'était plutôt des coordinations nationales, parce qu'avant, on avait plutôt 8, 9 antennes, donc ça pouvait encore être supporté par la tête de réseau. Petit à petit, on se rend compte que quand on a un réseau de 27 villes, enfin qu'on est implanté dans 27 villes différentes, il nous faut aussi des personnes salariées, professionnelles en région. Et donc, on est en train d'essaimer des postes de coordination régionale. Donc là, on a fait pour l'Île-de-France qui est rattachée à la Normandie, pour le PACA basé à Marseille, pour le Vin-de-Rhône-Alpes basé à Lyon. Et le but, par exemple, c'est de recruter bientôt quelqu'un à Nantes pour le Pays de la Loire et la Bretagne, et ainsi de suite, pour pouvoir ensuite consolider notre réseau et notre présence aussi au niveau territorial pour à la fois appuyer les bénévoles, les équipes de direction bénévoles en local, mais aussi faire le suivi des partenaires un peu plus précis et pouvoir aussi assurer la continuité d'une année à l'autre, étant donné le roulement des bénévoles qui peut ensuite, enfin, c'est justement ça qui fait la force de Copain, c'est que d'une année à l'autre, certes, les bénévoles changent, mais les équipes, enfin pas toutes déjà, mais aussi les équipes salariées, elles restent. Et donc, ça permet de faire le lien et d'assurer en fait la continuité des partenariats. Et c'est aussi quelque chose qui nous est pas mal, bah, euh, enfin, que les partenaires, en tout cas externes, nous font pas mal remonter, et ce qui change un peu la posture d'une asso étudiante comme Copain. Enfin, du coup, pour arriver sur la fin petit à petit, donc là, ça reprend pas mal de choses que j'ai pu vous avancer déjà. On a pour but, encore une fois, d'être sur donc la plupart des villes étudiantes majeures, en tout cas à horizon 2027. Et ça doit s'accompagner sur le déploiement territorial, mais ça doit être soutenu aussi par la professionnalisation des équipes, avec justement cet essaimage des postes de coordination pour pouvoir parvenir à cet objectif et à répondre de plus en plus aux sollicitations qui nous sont faites. Peut-être pour une petite idée, il y a une distribution alimentaire peut accueillir entre 200 et 250 personnes, donc ça varie d'une ville à l'autre, hein, mais c'est à peu près ça la moyenne. Et souvent, le nombre d'inscriptions dépasse à hauteur de 4 fois à peu près la capacité d'accueil d'une distribution alimentaire. Et donc, un des exemples que j'aime bien souvent un peu présenter, c'est celui de Toulouse, où avant même qu'on soit présent physiquement à Toulouse, donc lors de l'inauguration de l'antenne et pour l'organisation de la première distribution alimentaire réalisée à Toulouse, on a eu plus de 1200 sollicitations pour une première distribution organisée pour 200 personnes. Ça a été un peu dur comme choc à accuser,
Ça a été compensé par l'engagement de 75 étudiants qui se sont inscrits en tant que bénévoles pour assurer la première distribution, ce qui était beaucoup trop pour faire la distribution, mais on les a quand même toutes et tous conviés pour assurer cette première distribution. Et ça nous a permis, mine de rien, d'augmenter de 200 le nombre de paniers disponibles. Donc, et maintenant, grâce à un engagement et à une antenne qui carbure avec son engagement bénévole, on arrive à faire 400 paniers. Ça nous est aussi permis par la Banque alimentaire, bien sûr. On arrive à faire 400 paniers par semaine et le but, c'est d'intensifier et de pouvoir répondre petit à petit à une plus grande demande. Et ça, c'est aussi permis à la fois par l'engagement bénévole, mais aussi par les postes de coordination régionaux et enfin à l'engagement des partenaires qui sont sur place. Donc là, j'ai cité la banque alimentaire, mais ça peut être aussi grâce à des partenaires privés, d'autres partenaires associatifs, pour à la fois de l'accompagnement comme du renforcement de l'approvisionnement ou de la logistique pour mettre en place l'aide alimentaire. Et c'est justement ce que je vous propose ici d'aborder, c'est donc les différentes propositions aussi donc de coopération qu'on peut faire aussi régulièrement, à savoir en matière d'accompagnement. Donc, comme je vous disais, il y a la permanence d'accès aux droits qui est présente sur chacune des distributions alimentaires qu'on réalise, et ce qui nous permet déjà, dans un premier temps, de rediriger vers des structures et donc de visibiliser un peu une sorte de cartographie des aides à disposition pour les étudiants et pour les jeunes. L'autre option, c'est aussi de faire venir les dispositifs, les aidants et les professionnels vers lesquels on réoriente directement en distribution pour les visibiliser lors des distributions alimentaires et donc de les faire venir, les faire intervenir à cette même table de permanence d'accès aux droits. Un autre pan aussi en matière de coopération, c'est que, comme je vous l'ai dit, les équipes de direction sont bénévoles et étudiantes, donc pas forcément des plus expérimentées. Et donc, on peut avoir aussi un intérêt, nous, à faire monter en compétence les équipes, notamment pour de l'encadrement, de l'animation, de l'accompagnement. Et inversement aussi, on peut être force aussi de monter en compétence de l'autre côté, notamment en matière d'accueil du public étudiant pour aiguiller, conseiller et pouvoir en fait un peu renseigner, tout simplement faire de l'interconnaissance de pratiques hein, sur ce qu'on peut faire au niveau local et comment on le fait notamment vis-à-vis du public étudiant. Sur une autre catégorie donc, de coopération potentielle, c'est celle de la mutualisation. Je vous l'ai dit, on n'a pas de lieu en propre. En fait, chaque antenne, c'est un lieu de distribution minimum, un espace de stockage qu'on loue, un véhicule qui est quand même assez gros et avec haillons. Donc, on a quasiment un véhicule à haillons par antenne. Et ensuite, donc, du coup, une équipe de direction et de bénévoles étudiants qui organisent des actions régulières. Mais sinon, le reste, il n'y a rien qui nous appartient et tout n'est que du flux. Donc, du coup, on peut avoir un intérêt aussi à mutualiser les différents flux et les quelques matériels qui nous sont à disposition, étant donné qu'on se greffe sur de l'existant. On va commencer par le véhicule. Le véhicule, pour une antenne qui organise une distribution alimentaire par semaine pour 200 à 250 personnes, ne va pas avoir besoin de son véhicule toute la semaine. Et donc, on peut mettre à disposition un véhicule qui est quand même assez costaud, assez gros, auprès d'autres associations, d'autres structures, et aussi avoir un intérêt potentiellement à mutualiser certains trajets, parce qu'on a des quantités qui sont assez importantes, mais pas non plus phénoménales. C'est pas comme au niveau des Restos du Cœur ou des banques alimentaires ou que sais-je on est quand même sur des volumes qui sont un peu inférieurs et donc on peut parfois avoir intérêt à se mettre en lien aussi bien pour de la logistique que pour de l'achat, donc avec de la mutualité, enfin, du groupement d'achat. Et notamment en partageant en fait nos circuits d'approvisionnement, nos fournisseurs, et ensuite ce qui permet aussi de mutualiser la logistique et d'alléger ce travail qui est un peu toujours un peu le cœur de métier finalement des acteurs de l'aide alimentaire. Et donc, bien sûr, avec du partage d'expérience sur ces différentes choses. Et enfin, on mène quand même pas mal de projets au niveau local comme au niveau national. Donc, à commencer par les ouvertures d'antennes, donc, comme je vous l'ai dit, on ouvre à peu près 7 à 10 antennes par an depuis 3 ans maintenant. Donc, c'est une activité qui est quand même assez phare chez Copain et qui peut ensuite
pour l'inauguration, mais aussi ensuite pour la mise en relation avec les nouvelles équipes bénévoles, avec d'autres structures. On est souvent amené en fait à aiguiller un peu les nouvelles équipes bénévoles vers des structures qui pourraient avoir un intérêt à créer des coopérations et des synergies pour lutter un peu mieux contre la précarité étudiante. Et l'ouverture est un bon point d'entrée pour faire se rencontrer les équipes bénévoles, donc nouvelles côté copains et existantes au niveau des autres structures. Mais on ne fait pas que ça. On a aussi des projets donc, un peu plus éphémères, ponctuels, notamment pour visibiliser la précarité étudiante. On peut faire des distributions sur des places publiques. On peut faire des banquets, donc qui sont des sortes d'ateliers de cuisine, mais pour une centaine d'étudiants. On peut aussi avoir donc, des projets un peu plus ponctuels en lien avec tout le dispositif d'accompagnement, etc., etc. Et ça, en fait, moi, je suis là pour faciliter les initiatives des équipes de direction bénévole étudiantes, mais pas pour remplacer les étudiants dans la conception de ces projets. Et après, c'est un peu libre à chacune des antennes, donc à chacune des équipes bénévoles, de gouverner, d'établir un peu les priorités et ses capacités à mener des actions en fonction de leur bon vouloir et de leur initiative, bien sûr encadrées et formées par une équipe de salariés, mais le but un peu de copains, c'est de laisser cette créativité et ce dynamisme propre aux équipes de bénévoles copains. Enfin, comme on a pu le voir au début, le but, c'est pas uniquement de rester dans l'action et dans l'opérationnel, mais aussi de pouvoir renseigner de la précarité étudiante pour aussi alerter, mais aussi faire évoluer nos pratiques et nos actions. Donc, on a un gros pan de notre activité qui va sur de l'étude et de la recherche-action. Cette année, on mène notamment un diagnostic en fait, pour mieux comprendre la précarité alimentaire étudiante, pour mieux pouvoir s'en saisir et pour pouvoir en fait la combattre. Et donc, c'est un projet qui va être mené sur 7 villes différentes, qui va être mené donc, dans un cadre de recherche-action. Donc, c'est les étudiants qui vont être créateurs de connaissances pour cette même recherche, à savoir, on va pouvoir, donc on est encadré par l'INGEP, l'Institut national pour la jeunesse et l'éducation populaire, pour le cadrage de notre enquête. Le projet il est coporté par Copain, mais aussi par l'Agence nouvelle des solidarités actives, qui mène un peu le côté, qui pilote le côté de recherche. Et on est appuyé donc, par Huguette Boissonne-Appelsi, qui est la présidente de Empête et Cagette, pour l'animation de labos constat, analyse, proposition, qui vise à rassembler à la fois les acteurs des solidarités et de la vie étudiante, mais aussi les étudiants concernés par la précarité, pour dresser les constats de leur même précarité, analyser ces constats et être force de proposition en avançant des propositions pour régler ces mêmes constats analysés. Cette enquête, par exemple, on va la mener sur cette ville, donc, et elle sera à la fois adressée aux étudiants directement, mais aussi aux acteurs qui luttent contre la précarité étudiante directement ou indirectement. Et le but, c'est de pouvoir ensuite outiller les acteurs d'une part, et aussi de mener un plaidoyer au niveau national, mais aussi au niveau territorial, pour pouvoir faire des propositions aux acteurs aussi publics et aux acteurs privés pour essayer de renforcer un peu ce point-là. Et là, je suis sur un autre projet qui va, j'espère, être sélectionné pour aussi un travail de recherche-action, notamment sur la copine, donc le restaurant solidaire, pour un peu tester ce modèle-là et voir en quoi il répond à la précarité étudiante, enfin un peu plus spécifiquement, euh, et, euh, et quel est son impact voilà, sur ce public-là pour l'instant. Et enfin, il y a la dynamique d'appel à projet. Donc, c'est bien sûr de plus en plus valorisé. J'imagine que vous avez dû vous en rendre compte avec le Mieux Manger pour tous, notamment sur de la mutualisation, sur de la coopération et sur tout simplement des synergies interassociatives. Et donc, nous, on est toujours ouvert aussi à partir à plusieurs, étant donné qu'on n'a rien d'établi, rien de fixe. On n'a pas d'entrepôt, on n'a pas de frais de fonctionnement à tout va non plus. On est très partant d'une façon générale pour s'associer et pouvoir mener des travaux et des projets conjoints avec d'autres associations, voilà, dans le respect ensuite, bien sûr, des disponibilités des équipes bénévoles locales. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant. Et donc, tout ça, ça fait quand même pas mal de petits projets ensuite, qui seront bien sûr qui seront à développer avec les antennes directement. Moi, je suis là pour présenter et pour ensuite faciliter la redirection vers les antennes.
Mais ensuite, c'est bien sûr toujours les étudiants qui décident et qui ont le fin mot de l'histoire. Et ensuite, les contacts des antennes présentes et les contacts de l'équipe nationale, justement, pour pouvoir nous solliciter en fonction des différents postes, des différentes volontés. Et j'en ai fini. Merci pour cette attention que vous avez pu porter. Bah, merci beaucoup, Hugo, pour cette présentation très complète. On va évidemment prendre un temps d'échange, hein, on a le temps. Je voulais juste indiquer que tous ces contacts que tu donnes sont disponibles sur votre site internet. Voilà. Et donc nous, en effet, juste pour, avant de passer aux échanges, conclure, ce qui nous intéressait à la Fédération de l'entraide protestante et copains, enfin l'intérêt commun qu'on avait, c'était que on sait que localement, il y a des opportunités pour les antennes copains, mais aussi les associations membres de la FEP qui font de l'aide alimentaire, de sans doute créer des partenariats. Il l'a évoqué, ça peut être sur la mutualisation de moyens. Ils ont en effet, je me souviens qu'on avait eu une conversation, tu disais, bah, nous on a des camions, mais on n'a pas toujours des chauffeurs parce que certains étudiants n'ont pas de permis. Donc parfois, ça peut être juste se rendre service en fait, hein, une association qui pourrait avoir besoin d'un camion pour transporter mais qui n'a pas de chauffeur à côté. Enfin voilà, donc nous, ce qu'on vous encourage à faire, évidemment, c'est de voir s'il y a une antenne copain qui est déjà installée à côté de chez vous et puis de les contacter pour les rencontrer et voir si vous pouvez faire des choses. Et évidemment, que ce soit Hugo moi ou mes collègues qui sont délégués en région, on est là pour vous orienter. Voilà, pour faciliter la mise en lien si vous le souhaitez. Comme l'a dit Hugo, on va rien faire au national, donc c'est plutôt là. On voulait vous donner avoir tout ce qui peut se faire localement avec des partenaires que vous connaissiez peut-être pas. Donc merci beaucoup Hugo pour cette présentation vraiment très complète.